Une minute. Bonjour à tous déjà. Aujourd'hui, on a cette session donc avec toi, Jean-Marie, sur le numérique dans l'enseignement supérieur, les apports des solutions numériques en règle générale pour une grande école, pour finalement une top business school, hein, puisque tu représentes aujourd'hui Rennes School of Business, et dans ton rôle donc de responsable des enseignements numériques. Tu vas nous en dire un petit peu plus. Comment tu compiles, comment tu regroupes, comment tu choisis, et ensuite comment tu actives et comment tu fais en sorte, ça je pense que c'est une grande question qu'on se pose tous, comment faire utiliser les outils qu'on met à disposition, parce que choisir des solutions c'est bien, mais les faire utiliser c'est encore mieux. Donc voilà un petit peu les grands axes de notre discussion d'aujourd'hui. Du coup, on a pris 2 minutes de retard sur l'horaire prévu à cause de ce petit problème de son, mais on va essayer de tenir le délai des 30 minutes qu'on s'était fixé. Un plan très général pour que vous suiviez un petit peu le fil de notre conversation avec Jean-Marie. Premièrement, donc, on va échanger pendant une dizaine de minutes sur le numérique dans l'enseignement supérieur. Quel est le rôle de Jean-Marie qui va donc avoir l'occasion de se présenter et quelles sont ses prérogatives en termes d'innovation pédagogique, quels sont les enjeux déjà d'un établissement comme Rennes School of Business et comment on y répond, quelles stratégies on met en place, quels outils on sélectionne. Ensuite, une deuxième partie sur un case study, on va dire, global. On a de collaborer maintenant avec Rennes School of Business depuis le début de cette année, en tout cas sur l'année, on va dire 2017-2018. Donc échanger un petit peu sur comment justement Global Exam a été choisi, comment on a travaillé ensemble pour que cet outil soit le mieux utilisé possible, et puis comment on va continuer à travailler ensemble, parce que c'est aussi ça une solution numérique, c'est une culture qui se crée et c'est une dynamique qu'il faut pérenniser après dans la durée. Et enfin, des questions-réponses. Donc, n'hésitez pas pendant toute la présentation à poser vos questions. On aura plaisir à y répondre à la fin. Je vole pour présenter en long, en large, mais pas de travers. Donc, à toi de jouer. Bonjour Loïc, bonjour tout le monde. Donc moi c'est Jean-Marie Petit, Digital Learning Manager à Rennes School of Business. Aujourd'hui, merci à Global Exam de nous donner l'opportunité de présenter le travail qu'on a accompli ensemble. Et puis l'idée c'est de partager aussi les pratiques, parce que les problématiques de notre école de commerce sont celles pas seulement de l'enseignement supérieur, mais de nombreuses institutions de formation dans le cadre du contexte de la digitalisation, qui maintenant est bien avancée d'ailleurs. Je me présente en deux mots, parce que moi aussi je suis obsédé par les heures, donc à 12h30 il faut qu'on boucle, on va essayer de faire quelque chose de dense. Moi j'ai fait toute ma carrière à l'international, bossé en Inde, au Canada, à Istanbul, et puis c'est comme ça, c'est ce qui m'a amené à Rennes School of Business, parce qu'on a un positionnement résolument international. Plus de 90% de notre faculté est internationale, professeurs étrangers venant de partout sur Terre, et donc, mon rôle au sein de la cellule pédagogique que j'ai créée, PAL, donc on bosse en anglais, je vais peut-être parler franglais par moment, merci de ne pas m'en vouloir. Pedagogic Advancement Mais ça, Lab. c'est la malédiction, ça c'est la malédiction des gens qui travaillent dans le numérique. On utilise des acronymes, du franglais, c'est terrible. On essaiera d'être le plus précis possible. Donc, notre rôle, notre action, elle est triple. Ça consiste à impulser donc l'innovation pédagogique. Donc, ça passe par la formation de la faculté. Ça passe par la création, la co-création donc avec les professeurs chercheurs de contenu pédagogique. Et ça passe par le déploiement de services pour les étudiants à valeur ajoutée, dont Global Exam.
Super, bah écoute, je pense que l'introduction, en tout cas moi je ne te connais pas mieux que de la manière dont tu viens de te décrire, donc je pense que tu as tout dit. On va attaquer tout de suite justement sur cette partie, comme tu le disais, l'arrivée du numérique dans les établissements du supérieur. L'arrivée du numérique dans les établissements du supérieur, on le voit, hein, c'est un sujet depuis maintenant un certain nombre d'années. Il y a eu une première vague de solutions qui ont été déployées, plutôt des solutions logicielles, donc des solutions en dur, pour lesquelles il fallait parfois un équipement d'ailleurs particulier. Donc on mettait en place des salles informatiques et ensuite on installait avec, je ne vais pas remonter jusqu'aux disquettes, mais on installait avec des CD-ROM des logiciels qui ensuite étaient mis à jour sur des périodes de temps plus ou moins longues par les éditeurs. Toi, justement, aujourd'hui, quels sont pour toi les enjeux les plus fondamentaux? Est-ce qu'aujourd'hui, on parle encore, par exemple, de matériel dans les établissements? Il y a certains de nos partenaires qui nous disent parfois, par exemple, qu'il n'y a pas encore un Wi-Fi extraordinaire dans tout l'établissement. Alors, c'est bête, hein, mais quand on parle de solutions, pour le coup, qui ne sont plus des logiciels installés sur des machines, mais des solutions Internet, l'accès à Internet, c'est déjà un premier challenge. Et ensuite, au niveau justement de cette transition logicielle vers des solutions 100% en ligne, comment est-ce que toi tu vis ça? Est-ce que tu trouves que, alors là pareil, on va utiliser un terme un peu technique, mais c'est les solutions SaaS, hein, donc SaaS, qui sont ces solutions entièrement proposées sur Internet. Comment tu vis ça? Est-ce que pour toi l'avenir c'est vraiment ça à 100%? Est-ce qu'on peut tout faire de cette manière? Bah, je vais pas être trop à l'aise pour parler de Wi-Fi déjà parce que le Wi-Fi c'est résolument un problème à régler depuis longtemps chez nous. Dieu Tant nous en mieux. garde. Mais effectivement, malgré ça, quand même, un point pour modérer, c'est vrai que le Wi-Fi, on essaie de le récupérer à droite à gauche, on peut se déplacer sur des conférences ou dans d'autres écoles que je ne citerai pas. Ça peut être encore un sujet dans d'autres contextes. Et je pense que Ah, il y a eu nos une petite enfants, coupure de son, je crois. nos enfants, ça les fera beaucoup rire, comme le fait qu'on sache encore, nous, notre génération, peut-être pas Loïc, parce qu'il va avoir 30 ans, je crois, ce week-end, donc il est trop jeune pour savoir ce que c'est qu'une disquette 5 pouces un quart. Mais effectivement, le côté technique, c'est pas. Non, il pourrait effectivement que ce soit. Si on a le courant qui arrive, c'est-à-dire le Wi-Fi, bon, ça devrait suffire parce qu'il n'y a pas besoin d'équipements supplémentaires. Et moi, je suis un pédagogue et un technicien, donc je serais bien en peine d'aller beaucoup plus loin. Ça tombe bien parce qu'avec les solutions qu'on utilise aujourd'hui, on en a guère besoin. On parle beaucoup, donc encore un anglicisme de ATAWAD, anytime, anywhere, any device. Donc effectivement, à partir du moment où on a du Wi-Fi, ça devrait marcher partout, sauf sur une île déserte, et puis avec n'importe quel device, y compris ce qu'on a dans la poche. Évidemment, ça doit pouvoir fonctionner parce qu'il y a beaucoup d'applicatifs, dont Global Exam, qui fonctionne donc en SaaS, en navigateur. On n'a même pas à se soucier de télécharger une application, et puis c'est une des exigences qu'on a de manière croissante, évidemment, avec nos fournisseurs, les startups avec qui on travaille, c'est que l'expérience utilisateur soit la plus lisse, smooth possible, et qu'à partir du moment où l'étudiant lui dit il y a ce service qui est disponible, bon, on l'accompagne certes, mais instinctivement, à fortiori avec les générations Y et Z, il n'y aura pas besoin de venir avec force tutoriel et guidelines pour que l'étudiant sache s'en servir en l'espace de, j'ose le dire, quelques secondes, quelques minutes tout au plus. Ouais, exactement. Bah écoute, je rebondis tout de suite là-dessus. Je pense que je suis très content que la partie matériel slash internet Wi-Fi soit pas un enjeu dans ton établissement. Et voilà, je voulais l'exprimer en deux mots parce que je sais que ça reste une problématique pour certains. Je pense que tu l'as très bien résumé avec cet enjeu qui est aujourd'hui comme tu disais, ATAWAD, hein, donc anytime, anywhere, any device. C'est vraiment comme ça que les solutions doivent être pensées, en effet, légères, mobiles, facile d'accès. Ensuite, là, tu viens de mettre en avant le mot et la notion qui, je pense, est celle sur laquelle on travaille tous aujourd'hui en tant toi que sélectionneur de ressources, en tant nous que producteurs de ressources, c'est l'expérience utilisateur. Et je pense que
est-ce que justement sur ce mot-là, tu pourrais creuser un petit peu en nous disant si toi tu dois choisir 2 ou 3 points qui dans l'expérience utilisateur doivent être absolument cadrés pour une solution, ce sont lesquels? Tu as parlé de facilité d'embarquer, à la fois les étudiants, mais faciliter aussi, j'imagine, d'embarquer les professeurs, les administrateurs. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu vois vraiment comme étant fondamentales? Par exemple, l'importance aujourd'hui d'avoir de la vidéo, parce que la vidéo est à la mode, l'importance de pouvoir vraiment utiliser la plateforme dans sa classe. Qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Il y a pas mal de choses et finalement de réponses possibles. Parce au niveau de l'étudiant, pour ce qui est de parler de UX, expérience utilisateur, donc expérience d'apprentissage, l'apprentissage expérientiel dont on parle de plus en plus. Effectivement, ce qui va être clé, donc on a brossé les aspects techniques là, mais il y a le côté aussi du design qui est clé. Effectivement, un design, on parle beaucoup aussi de flat design pour quand puisqu'on est résolument en franglais, on se disait. Donc effectivement, pour pas risquer la surcharge cognitive au niveau de l'apprenant, avoir trop d'informations qu'on ne pourrait pas digérer. Effectivement, il faut pouvoir aller droit au but, puisqu'ils ont une attention qu'on leur demande d'avoir en permanence, mais qui est seulement partielle. Effectivement, il faut que l'étudiant directement, quand il arrive sur une solution, eh bien, il faut qu'il sache ce qu'il va y faire, ce que ça va lui apporter, d'où l'intérêt d'avoir un positionnement aussi original et clair dans une solution. Loïc, tu parlais également du côté enseignant. Alors là, je vais sortir un petit peu du périmètre de l'applicatif. Là, c'est par rapport, puisque finalement, ne le nions pas, on est dans une situation de fournisseur à client. Alors ici, avec toi, Loïc, et avec Global Exam, mais finalement, on a tout un panel, effectivement, comme chacun dans notre écosystème. Et puis, il y a le côté Customer Success Management, le côté relation client qui est indispensable. Et en ça, on exige efficience, souplesse. Et puis on peut pouvoir avoir un accompagnement fort parce que chacun sait qu'un produit sur étagère aussi qualitatif soit-il, bah, il peut pas être la potion magique pour tout le monde. Donc tout est affaire de contexte et tout affaire d'intégration en situation. Et donc même si on a des ressources en interne, même si on a des compétences, même si on a l'expérience, on ne peut pas faire l'économie d'un prestataire qui nous accorde aussi des ressources pour que ça fonctionne le mieux possible. Et un indicateur, ce qui est clé aussi, c'est la data, c'est avoir accès à des metrics, des statistiques. Et un indicateur qui est clé, hein, c'est un peu le nerf de la guerre, c'est le student engagement. Est-ce que tu faisais allusion au début de ce webinaire? Bon, c'est bien de proposer quelque chose à l'étudiant, mais est-ce qu'il va le faire? Et ne le nions pas, on sait que 100% ne vont pas le faire. Et donc, c'est histoire de remonter le curseur le plus possible, et de par la qualité d'une solution, d'une collaboration et d'un suivi entre étudiants, eh bien, on peut faire que l'expérience étudiante soit optimisée et ainsi qu'on ait des taux d'utilisation et partant de réussite qui soient conformes à l'attendu. Absolument, et je pense que là, pour le coup, en termes d'expérience utilisateur, tout ce que tu as dit sur le design, le côté immédiat, etc., c'est la première approche, c'est ce qui fait que on met le pied dans la porte, en fait. C'est-à-dire que nous, on le voit, un utilisateur, et c'est normal, hein, en tant qu'utilisateur, on est un être humain, on est attiré par tout ce qui brille, et donc on est attiré généralement par le beau design. Le beau design, c'est aussi bête qu'un choix de couleur, de la clarté, de l'agencement des contenus. Derrière, comme tu le dis, la pérennisation, aujourd'hui, elle se fait clairement sur la personnalisation. La personnalisation, soit finalement qu'on réalise via un accompagnement. Tu parlais d'accompagnement. Je pense que dans les solutions numériques, il y a toujours 2 entrées à la personnalisation. Il y a la personnalisation à laquelle l'étudiant a accès lui-même, et finalement, c'est son travail qui génère
de la personnalisation, qui auto-génère de la personnalisation. Et puis, il y a la personnalisation que veut l'établissement. Il y a la personnalisation que veut l'école. Et là, c'est les professeurs qui travaillent sur la solution et qui vont décider de la manière dont ils veulent que la solution fonctionne. Ça, d'ailleurs, faut nous de notre côté, c'est un enjeu qu'on voit. Est-ce qu'on laisse de la flexibilité à l'utilisateur et aux équipes, ou alors est-ce qu'on bloque pour les utilisateurs, c'est-à-dire que l'établissement veut personnaliser, mais après il veut que pour tous ses étudiants ce soit la même chose. Là, ce sont des sujets de discussion aussi qu'on peut avoir, et on le voit en termes de mise en place d'une solution, ça arrive très tôt dans les discussions, la question de la liberté qu'on veut laisser aux utilisateurs. Une dernière chose sur le côté innovant, moi je le vois, c'est sur la partie maintenant intelligence artificielle, machine learning, automatisation complète. Est-ce que toi, tu as déjà des attentes à ce niveau-là? Est-ce que pour toi, ce sont des technologies dont tu as déjà pu voir des effets concrets, ou est-ce que finalement, on est encore dans la recherche et développement, parce que ce sont des mots très à la mode, mais est-ce que finalement, ce sont encore des mots plus comme des projets, enfin des visions à réaliser, ou est-ce qu'il y a du concret? Bah, un peu des deux, hein. On n'est pas dans la tox parce qu'on sait que ça va arriver fort, très fort. Je lisais encore un rapport ce matin comme quoi d'ici 2035, on pourrait avoir un PIB qui serait triplé par rapport à l'apport de l'intelligence artificielle. Donc c'est quand même pas rien, évidemment. C'est pas mal. Après, on est dans le domaine quand même du prospectif, hein, parce que les applications aujourd'hui sont assez modestes et éparses, même si effectivement, pour parler de l'intelligence artificielle, le chatbot commence à être un animal de compagnie. On le voit partout, on peut plus commander un billet de train ou aller sur quelques services sur Internet que ce soit sans qu'on ait un chatbot. Donc on était d'ailleurs à Rennes School of Business, la première institution d'enseignement supérieur à rendre un chatbot disponible pour nos étudiants depuis 2017. Cela dit, on est quand même encore aux prémices parce que et particulièrement en Europe, je pense, parce qu'il y a plus cette culture, on l'entend outre-Atlantique, par rapport au fait de recueillir des données, placer des hameçons sur ces parcours pédagogiques pour pouvoir recueillir les données. Et après, il s'agit encore de savoir les exploiter, avoir cette intelligence, peut-être avec un futur métier qui va arriver, celui de Learning Data Analyst, peut-être l'alter ego dans le monde de l'industrie du Data Scientist. Et donc, une fois qu'on a exploité ces données, c'est modifier ces parcours et apporter des actions qui vont pouvoir une fois de plus, le postulat, c'est d'avoir un étudiant qui est acteur de son apprentissage et qui bénéficiera de toutes choses qu'on essaie de mettre en place. On doit pas perdre ça de vue. Et si on parle d'étudiants à chaque coin d'une phrase, c'est que on se plante pas complètement, quoi. Non, absolument. Il y a le côté adaptive learning, je pense que va arriver très fort. Pardon, excuse-moi, j'ai eu un petit décalage. Tu disais, je n'ai pas entendu la fin de... Il y a le côté adaptive learning, effectivement, avec pouvoir recueillir toute cette data qui va faire qu'on va avoir des parcours plus modulaires, des parcours plus personnalisés. Et ça, c'était quand même très difficile jusqu'à maintenant, surtout dans le contexte de la massification de l'enseignement supérieur. Et donc ça, l'intelligence artificielle va pouvoir nous permettre d'alimenter nos effectifs croissants. Oui, absolument. Et tu parlais, oui, donc implication de l'étudiant. On cite l'étudiant à chaque tour de phrase, implication aussi des équipes pédagogiques, parce que finalement, il y a dans une école, on a besoin de fixer un cadre. L'école, elle a un programme, donc l'école, elle a une philosophie d'enseignement, et elle déroule aussi à travers justement ses cours et les outils qu'elle met en place pour assister / donner ses cours. Parfois, elle déroule aussi cette philosophie sur justement l'implication des enseignants. Nous, on positionne régulièrement en tant que, encore une fois, fournisseur de solutions numériques, l'apport de la solution comme un complément d'information, comme une automatisation
forte de choses qui prenaient beaucoup de temps à faire à la main. Bien évidemment, un enseignant sait corriger un test, sait corriger le travail de ses étudiants. Bien évidemment, si on lui laisse le temps, il peut rassembler toutes les notes et faire des études croisées entre les copies, les 30, 40, 50, 100, 150, parfois 200 copies qu'il reçoit sur un examen. Bon, ben là, aujourd'hui, clairement, le numérique, euh, comme tu disais, a ce rôle d'agrégateur de données et peut le faire très rapidement. Et on peut sortir, du coup, non seulement des choses un peu plus vite, mais surtout, on peut sortir des analyses avec un peu plus de profondeur, rentrer dans un niveau de détail qui soit aussi un vrai gain, finalement, pour l'équipe pédagogique, ensuite, pour animer son cours. Et je pense que voilà, le travail est à faire tant autour de l'apprenant, de lui mettre à disposition une quantité d'informations qu'il puisse utiliser et des parcours qui s'adaptent, que auprès de l'équipe pédagogique en leur expliquant comment eux peuvent utiliser l'outil, comment eux peuvent aussi bénéficier de l'information qui est générée et que ça n'empiète pas finalement sur après tout le travail que eux font pour animer et moduler les cours que eux peuvent donner en parallèle avec la solution. Ça ne doit pas forcément être une machine à gaz, hein. Un aspect Non, c'est que ça, j'aime bien voilà. chez certaines solutions comme la vôtre, c'est le côté envoi de notifications régulières automatisées à l'étudiant par rapport à la progression de son dans les parcours pédagogiques qu'il a sélectionnés. Et puis comme ça permet en mode self-assessment à l'étudiant de savoir un petit peu où il en est avec une piqûre de rappel qui s'auto-inflige quand il voit qu'effectivement il est pas conforme à ce qu'il avait prévu dans son planning, quoi. Donc ça peut être on peut partir de choses simples justement pour développer son expérience. Et avec ça, le côté notification que l'étudiant, finalement, en toute autonomie, reçoit. Et donc là, à nouveau, c'est lui qui est acteur de son apprentissage. Et ça, c'est des choses simples qui fonctionnent pas mal. Ouais, absolument. Écoute, j'ai une dernière question et puis après on va passer aux questions qui ont pu nous être posées. J'en ai 10 autres moi bien sûr à te proposer, mais comme on disait, on va essayer de tenir le timing. J'en ai une dernière quand même que je voulais te poser parce que c'est aussi un sujet. Voilà, je pense qu'avec ce mot-là, j'aurais prononcé à peu près tous les mots magiques qu'on entend dans la sphère des EdTech, parce que c'est comme ça qu'on est qualifié maintenant. C'est l'idée de gamification. Et on va utiliser le terme français qui est donc plutôt la ludification des parcours et des solutions. Comment toi tu le vis? Est-ce que en fait, je vais t'envoyer comme ça une phrase que j'ai entendue un jour de la part d'une autre startup EdTech. Je ne citerai pas de nom, mais la personne me disait, nous on a fait un truc super ludique et quand on la présente dans les écoles, on a parfois l'impression que c'est pas assez chiant pour avoir l'air efficace. Donc voilà, c'est la phrase est claire et la question c'est est-ce que toi sur les questions de gamification, ludification, tu penses que c'est indispensable? Aujourd'hui, on aime jouer, on aime tous jouer. Hein. Moi, je vois des personnes de tous âges dans le métro à Paris tous les jours jouer sur leur téléphone portable. Ou est-ce que finalement, dans l'enseignement, on a un devoir de sérieux, il faut quand même rester assez strict pour que tout ça ait l'air efficace? Je vais pas refaire l'histoire de la gamification parce que c'est pas moi qui l'ai inventé. Et puis on a dit qu'on dirait ludification et aussi on n'a pas le temps. Mais ça dépend comment on définit le terme. Moi je vois deux grandes tendances, la gamification, donc avec du très qualitatif, quelque chose qui ressemblerait à un game, à un jeu vidéo. Et puis j'ai plus envie de parler de ressorts motivationnels, de structure d'un parcours pédagogique qui va permettre de conserver l'engagement de l'étudiant et puis de l'encourager, de le récompenser régulièrement par rapport à des indicateurs, des niveaux qui se déclencheraient, des badges qu'il obtiendrait. Donc c'est finalement l'organisation d'un cours, surtout pour des solutions
dont le positionnement n'est pas forcément d'avoir un accompagnement tutoré, parce que ça demande d'avoir une personne quand on n'a pas encore la qualité dans les chatbots à ce jour en 2018 équivalent à un tuteur. Un tuteur, ça coûte cher, donc qui peut se permettre ça aujourd'hui? Donc en fait, on demande beaucoup d'autonomie à l'étudiant dans ce qu'on appelle un petit peu l'e-learning aussi. Et en ça, c'est là que la Panthère aide. Et pour que l'étudiant soit bien engagé, là, il y a besoin justement d'utiliser les ressorts de la ludification. Et donc, pour répondre à ta question, Eric, non, on ne peut pas faire l'économie de la ludification. C'est absolument nécessaire. Ça dépend comment on l'a défini. C'est pas forcément des étoiles qui brillent partout et puis un champignon qu'on avalerait pour grandir, hein. Il faut pas réduire ça à ça, même si il y a des agences qui développent des jeux sérieux tout à fait impressionnants. Mais toute forme de ludification est bonne à prendre, je dirais. Bon, bah écoute, je pense que voilà, comme sur les autres points qu'on a vus, comme sur la partie automatisation, personnalisation, intelligence artificielle, je pense qu'en effet, on est là aussi sur des raisonnements qui doivent être des raisonnements mesurés. On doit peser le pour et le contre, on doit impliquer les parties prenantes et savoir pourquoi on fait les choses. Plutôt que d'appliquer. Et c'est vraiment ça, moi je crois, hein, je conclurai de mon côté sur ce point-là. Je pense que le numérique, avant toute chose, offre énormément de flexibilité. Et c'est ça qu'il faut retenir, c'est que aujourd'hui, on a justement avec un outil numérique la possibilité finalement de créer des dizaines d'applications, des dizaines de comportements autour de l'outil qui vont varier d'un établissement à un autre, d'un usage à un autre. Parce que voilà, on a cette liberté et on doit la saisir, donc pas tomber dans la ludification à outrance, l'automatisation à outrance ou l'outrance tout simplement, mais penser en termes de besoins réels des utilisateurs. Est-ce qu'on a quelques questions, Maëlys? On n'a pas de questions pour l'instant. On a tenu à peu près. L'avantage, c'est qu'on a tenu pour l'instant le délai du webinaire. Du coup, toi, un point que tu souhaitais aborder, qu'on n'aurait pas encore abordé, on va prendre 2-3 minutes, on finira autour de 30-35. Comme ça, on aura tenu les 30 minutes officielles. Ouais, quelque chose, ton son n'est pas reparti à nouveau, n'est-ce pas? Oui, qu'on est bien hein, au niveau du son, ouais. Je pense qu'on est OK. Ouais, Ça marche. Je pense que le son est bon. Donc on peut conclure en parlant de nous, non? On peut conclure du coup en parlant un peu de nous. C'est peut-être finalement la question que n'osent pas poser les participants. Oui. Alors donc du coup, vas-y, je te laisse toi raconter cette rencontre, cette histoire et ce développement à travers ton expérience. Comment on en est arrivé à travailler ensemble? Parce que bon, Global Exam a quand même plutôt une réputation de fleuron de l'EdTech par rapport à son. Alors, hein, je ne me fais pas le nègre, hein, c'est tout à fait sincère de ce que je dis ici par rapport à votre efficience en fait. Et puis moi j'aime bien le positionnement de Global Exam. Ça fait une quinzaine d'années que je bosse dans l'enseignement et une dizaine d'années dans ce qui s'appelait avant les TIS, e-learning, aujourd'hui l'EdTech ou le digital learning. Mais j'ai toujours travaillé dans les langues étrangères, donc je suis convaincu que la réussite, alors c'est peut-être un chouïa triste à dire, certes, mais la réussite à un examen de langue, ça tient aussi bien dans la méthodologie, la maîtrise de la structure de cet examen, quel qu'il soit, de langue, en général d'ailleurs, mais de langue a fortiori. On a autant de chances de réussir en poussant le bouchon, en caricaturant un petit peu, autant de chances de réussir un examen de langue, d'obtenir un super score en connaissant bien sa structure et sa méthodologie à entreprendre, qu'en maîtrisant cette langue et en ayant vraiment les capacités linguistiques intrinsèques. Et donc, c'est ça que le positionnement de Global Exam nous a intéressés, c'est que finalement, on cherche aussi à avoir un score, hein, parce qu'au moment de prouver à son employeur, qui maîtrise d'ailleurs pas toujours la langue anglaise, d'avoir des indicateurs précis, c'est quoi? C'est le score d'un TOEIC, d'un TOEFL, donc c'est couché sur le CV, c'est vérifiable avec un diplôme à l'appui, et donc là, il s'agit d'obtenir évidemment le score le plus haut possible
en termes de diplomation, d'employabilité, ça me paraît essentiel. Donc, on est bien placé pour le savoir. Une majorité de nos étudiants sont étrangers, avec notre positionnement résolument international. Donc, le positionnement justement de Global Exam, c'est de retranscrire les conditions, moi je qualifie de stoïchométriques, c'est-à-dire retranscrire les conditions stricto sensu les plus proches de celles de l'examen en termes de chronomètre, en termes d'enchaînement de questions. Et donc, moi je pratique la méditation personnellement de plus en plus. On parle de visualisation. La visualisation permet de mieux performer le jour où on est à leur H en face d'une situation réelle. C'est ça aussi Global Exam, c'est la visualisation, parce que justement on s'est mis dans les conditions d'entraînement. J'ai fait du théâtre aussi, de répétition, et le jour où on arrive le jour de l'examen, le jour J finalement, eh bien on va forcément mieux performer parce qu'on est préparé dans les conditions de test. Et un test, qu'est-ce que c'est? C'est retranscrire les conditions de production, et c'est en ça qu'un test est efficace, quoi. Absolument. Et écoute, oui, je pense que c'est l'esprit, hein, c'est vraiment l'esprit dans lequel on a monté cette solution. Tu l'as dit, je pense que dans tout examen, il y a un caractère normal. Enfin, qui dit examen dit norme quelque part. On peut penser à des mécanismes d'évaluation complètement personnalisés, mais là, pour le coup, on a parfois des problèmes d'échelle qui se posent, parce que pour comment dirais-je, évaluer de manière complètement individualisée, il faut le faire généralement de manière individuelle. C'est assez net à dire, mais c'est comme ça. Alors que quand on veut créer un examen global, on est obligé de mettre en place une norme. Et donc du coup, cette norme, après, elle définit un cadre. Ce cadre, il est fait de certaines contraintes, de règles, et c'est là-dessus qu'on a construit Global Exam. C'est sur l'idée que maîtriser le cadre, maîtriser les contraintes, maîtriser les règles, c'était déjà obtenir un résultat supérieur à celui qu'on obtiendrait avec un niveau de langue équivalent, parce que c'est ça finalement le petit truc, c'est qu'on peut avoir un niveau de langue très correct et échouer partiellement à un examen de langue parce qu'on a été pris par les contraintes auxquelles on n'avait pas été préparé. Donc je pense qu'en effet la vraie rencontre qu'il y a eu entre nous, c'est cette importance que vous accordez au fait que des étudiants sortant de Rennes School of Business puissent témoigner d'un niveau normé, voilà, de dire notre niveau en langue, je peux vous le prouver, il a été évalué à un moment donné par un examen de référence, et donc du coup faire en sorte que ce soit pas un piège qu'on tende aux étudiants, qu'à la fin de leur enseignement, ils soient pas mis face à une épreuve dont ils maîtrisent absolument pas les codes, mais qu'ils obtiennent aussi ces codes-là, enfin qu'ils puissent se préparer. Et puis la dernière chose, et ça c'est le travail qu'on continue à faire aujourd'hui et qu'on aura plaisir à continuer à faire avec aussi ton établissement, Jean-Marie, c'est justement de continuer à creuser. Derrière l'évaluation, il y a des compétences. Ces compétences, on peut en rendre compte. Tu parlais de l'importance des statistiques tout à l'heure. Quand on met en place un outil, un outil informatique, c'est aussi un ensemble de statistiques très fines qu'on peut rendre. Donc aujourd'hui, on travaille sur ces sujets-là pour continuer à améliorer la solution. Jean-Marie, je te remercie énormément. On est, j'allais dire, pile dans les temps. Je me le permets parce que j'ai souvenir d'un ou deux webinaires où on avait fini tellement en retard que là, pour le coup, oui, on est plutôt dans les temps. Merci à tous ceux qui ont participé. Je vois qu'il y a déjà quelques personnes qui ont dû quitter le webinaire. C'est normal. Après l'heure, c'est plus l'heure. Donc, du coup, on va s'arrêter là. Ce webinaire, de toute façon, et cette vidéo sera disponible ensuite sur nos chaînes respectives. Je pense toi aussi que Jean-Marie, tu en reprendras peut-être des petits bouts de ton côté. Donc voilà, on fera une communication après le webinaire. On partagera le lien de rediffusion comme d'habitude. On vous remercie toutes et tous d'avoir participé. Et moi, particulièrement, je te remercie, Jean-Marie, de t'être rendu disponible pour cet entretien. C'était un plaisir, merci Loïc, et merci à tout le monde. Bonne journée à tous. Bonne continuation, au revoir.